Alors, donc, j'ai dit que qu'on a converti précédemment le nombre de billets journée en semaine. Donc, on a divisé sur 7, donc selon les données de l'exercice ou du cas. Et donc, maintenant, on va calculer la quantité moyenne sur la base des quantités prévues. Donc, la proportion des quantités des forfaits groupes à une semaine par rapport aux quantités réelles. Donc, la quantité que nous avons calculée pour le forfait journée, l'équivalent semaine, c'est 5718 billets. Donc ça, pour les quantités prévues, qu'on va multiplier fois la somme des quantités réelles. Donc c'est 7400 plus 8400 plus 5208, l'équivalent pour forfait journée de billets semaine. Voilà, donc ça c'est la quantité L. Donc ça va vous donner, si vous faites les calculs, 7461, effectivement. Alors, pour les 5718, donc 5718, c'est les quantités à la journée, donc quantité prévisionnelle. On a combien? On a, donc ça, on a 40 026 sur 7. C'est ça? 40 026 sur 7. C'est les quantités forfait ou bien forfait journée, qui est de 40 026, qu'on va diviser sur 7. On va supposer que 7 jours, bien 7 billets à la journée, l'équivalent d'un billet semaine. C'est ça le principe. Donc, ça pour le calcul de QM. Donc, l'écart sur volume, on a dit c'est QM moins QP que multiplie P prix prévisionnel. C'est-à-dire donc 7000, ce qu'on vient de calculer, 7461 moins quantité prévisionnelle, 7500, fois le prix prévisionnel. Le prix prévisionnel du forfait semaine groupe, c'est 162,35. Ça va nous donner l'écart sur composition pour le forfait semaine groupe. Moins 6342 à peu près. Hein.
Vous êtes sûr? Moins 6331,65. Donc, je vérifie. 61, 7500 fois 160,35. Voilà, 6331,65. Effectivement. Donc, c'est 6000 moins 6331,65. C'est l'écart sur volume. Donc, ça pour l'écart sur volume. Maintenant, l'écart sur composition. Donc, l'écart sur composition, ce n'est que quantité réelle, QR, moins quantité moyenne que nous avons calculée, fois le prix de vente préétabli ou prévisionnel. C'est-à-dire, quantité réelle, c'est 8400. Quantité que nous avons calculée, 7461, fois le prix prévisionnel, 162,35. Ça donne 152 446,65. Parfait. Donc, 152 446. Donc, le résultat est vérifié. 152 446,65. D'accord? Donc, ça pour le forfait groupe A1. On termine donc le calcul et après, on revient sur l'interprétation. Quantité prévue, c'est 7500. N'est-ce pas? Attendez. Voilà, 7500. Pas 7700. Quantité prévue, 7500. Et pas 700. Quantité prévue, c'est 7500. D'accord? Dans les données, hein, c'est pas 7700, 7500. Alors, donc, maintenant, forfait journée. Là, il faut aussi calculer l'écart, bien décomposer l'écart sur quantité en écart de composition à un écart sur volume. Donc, forfait journée. Donc, écart sur volume. Donc là aussi, il faut calculer QM. Donc QM, 5718, quantité prévue sur la somme, 7900, 7500 plus 5718, somme des quantités
prévu fois la somme des quantités réelles. 7400, 8400, plus 5208. Donc ça, pour le calcul de QM est égal à 5688. Voilà, 5688. On va arrondir. Donc 5688, c'est QM. Donc l'écart sur volume, donc c'est 5688 moins QP 5718 fois le prix prévisionnel qui est de combien? 245. Oui. Comment vous l'avez calculé? Donc, c'est le prix billet à la journée. Voilà, donc c'est 35 fois 7. Il ne faut pas oublier que on a transformé les billets journée en billets semaine. Donc, le prix aussi doit être calculé par équivalent semaine. Voilà. Soit moins 7350 moins 7350. Voilà. Écart de composition. Donc, c'est QR. QR, forfait journée, c'est 5208 moins 5688 fois 35 fois 7. Soit moins 117 600. Moins 117 600. Voilà. Donc ça, le calcul des différents écarts. Donc, l'écart sur composition pour le forfait journée, écart de composition moins 117 000, écart sur volume 7350, écart sur volume, bien sûr, composition pour forfait semaine groupe, l'écart sur volume pour le forfait toujours semaine groupe, et on a l'écart sur volume semaine individuelle, l'écart de composition, l'écart sur volume semaine individuelle. Donc les différents
écarts. Donc, j'essaierai de les reprendre dans un tableau comme ça pour faire une analyse globale. Donc, pour les différents forfaits. Donc, forfait semaine individuelle, forfait semaine groupe et forfait journée. Donc, QR, QP et les QM que nous avons calculés. Écart de composition, écart volume. Donc, les quantités réelles, 7400, 8400 et 5208. Les quantités prévisionnelles, nous avons 7900, 7500 et 5718. Les QM que nous avons calculés, 5688 et 7461. Et la première, 7859. Écart de composition, moins 117 600. Et l'écart sur volume, moins 7350. Moins 7350. Pour forfait semaine groupe, 152 446. Là, 56 à peu près. Bien 65 plutôt. 6331. Au lieu de 65. Premier forfait, moins 87 669. Et l'écart sur volume, 7831. Voilà, donc, d'une façon récapitulative de l'ensemble des résultats que nous avons calculés. Bien sûr, ici, le total, donc c'est la somme des quantités réelles que nous avons utilisées pour calculer QM, là, et la somme des quantités prévues. Donc, la somme des quantités réelles, nous aurons combien? 7400 plus 8400 plus 5208. 21 008. Parfait. 21 008. Les quantités prévues, donc 21 118. Parfait.
21 118. Donc, c'est ce que nous avons utilisé pour le calcul donc, des QL. Donc, par exemple, les 7859, ce n'est que les 7900 et les 7400, 900 plutôt, sur les 21 118 fois les 21 008. Donc ça, juste pour revenir sur la méthode de calcul. Donc vous pouvez également procéder par tableau pour faciliter les calculs. Donc en faisant la somme des quantités réelles, la somme des quantités prévues et déterminer la quantité MQL, et la proportion que devraient être les prévisions par rapport aux quantités donc réelles. Et ainsi de suite pour les autres forfaits. Donc l'écart composition, donc l'écart global, donc la somme de ces éléments, donc moins 87 669, plus 152 446,65, moins 117 600. Ça donne moins 52 822,35. Oui. Et pour l'écart sur volume, donc moins 7831, moins 6331,65, moins 7350. 21 512,65. Voilà, donc ça, c'est moins. Donc moins 21 512,65. Parfait. Alors maintenant, l'interprétation. Donc, l'écart l'écart de composition sur forfait semaine individuelle, donc moins 87 669, c'est un écart favorable ou défavorable? Favorable. Favorable, pourquoi? Négatif, oui. À part qu'elle est négative. Donc, effectivement, elle est négative, mais parce que dans l'énoncé de l'exercice, on est en train de se projeter dans l'avenir. Hein. Ce qui a été réalisé, c'est par rapport à l'année, c'est-à-dire l'année actuelle, N. Alors que pour nous, on se projette dans l'année N plus 1. Donc, c'est une projection, c'est une prévision pour l'entreprise. Hein. Donc, même si ici il est négatif, c'est-à-dire que la quantité prévue, la quantité moyenne prévue serait supérieure à la quantité réelle, actuelle. Et donc, l'entreprise va augmenter en quelque sorte ses prévisions de vente, chose qui est favorable, même si l'écart est négatif, hein, même si l'écart est
négatif. Par contre, pour le forfait semaine-groupe, donc l'écart de composition, comme vous voyez dans le tableau, le résultat que nous avons calculé est positif. Donc le résultat, c'est positif. Et donc ici, l'écart, il est Défavorable. défavorable. Oui, parfait. Donc l'écart ici, il est défavorable parce que les quantités prévues et les quantités moyennes que nous avons calculées sont Yes. inférieures aux quantités actuelles. Donc l'entreprise va vendre moins de billets forfait semaine groupe. Et donc c'est une évolution défavorable des ventes pour ce produit-là. Donc c'est même s'il est positif, dans ce cas, il est défavorable parce qu'il y aura une diminution des quantités vendues qui vont impacter bien sûr le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise sur ce produit-là. D'accord? Il faut faire attention avec le signe. C'est pas parce que c'est négatif, là c'est favorable ou défavorable, ou bien c'est positif, là c'est favorable. Il faut toujours faire attention par rapport à ce que vous avez dans l'énoncé. C'est l'énoncé qui va déterminer est-ce qu'il s'agit effectivement d'un écart favorable ou d'un écart défavorable. C'est clair? Oui, monsieur. L'écart sur volume pour le forfait semaine individuel, donc il est favorable, donc négatif. On a dit que l'écart sur volume, c'est les quantités moyennes moins les quantités prévisionnelles. L'écart de composition sur le forfait journalier est aussi favorable, donc négatif, moins 118,650, 600 plutôt. Donc il y a une augmentation des ventes prévues par rapport aux ventes réelles actuelles. Donc, il y aura une augmentation. Donc, des questions? Bien sûr, la somme des deux écarts, ça devrait donner l'écart sur quantité que nous avons calculé précédemment. L'écart sur quantité, voilà, 74 335, hein, l'écart sur quantité. Et donc la somme des deux écarts, écart de composition et écart sur volume, ça devrait donner 74 335, qui est autre que l'écart sur quantité. Alors, donc, Zahira Siri, c'est quoi la question? Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas bien compris? Oui? Je vous entends pas. Activez votre micro. C'est bon? Voilà, donc ça pour la deuxième question. Alors, la troisième question justifie le calcul de l'écart de composition et commenter. Justifier le calcul de l'écart de composition et commenter.
Donc, c'est en quelque sorte l'interprétation des calculs que nous avons faits précédemment. Alors, donc pour par exemple, les forfaits individuels, les quantités vendues, donc actuellement, sont de 7400. Donc, si on respecte la même répartition, des ventes prévisionnelles, on aurait dû vendre 7859. 7859. C'est ce que on aurait vendre si on respecte la même structure de prévision. Les 7859 par rapport au c'est-à-dire au réalisé, donc est négatif, donc comme on a dit, est meilleur que celle réalisée. Donc ce que je prévois vendre, c'est que je respecte la même proposition, même si j'arrive pas à ce que j'ai prévu initialement, par exemple les 7900, mais par rapport à la même proportion de réalisation, je vais vendre 7859. Et les 7859, en respectant cette répartition, est meilleur par rapport à 7400. Donc, c'est pour cela que, même si l'écart est négatif, la répartition prévue est meilleure que celle réalisée. Meilleure que celle réalisée. Et donc, c'est un écart favorable. Un écart favorable. Le seul, je dirais, bémol ou déficit concerne les forfaits groupes, comme nous l'avons mentionné. Les forfaits groupes, donc l'écart sur composition est défavorable. L'écart sur composition est défavorable du fait de la baisse de la remise. Il y a une baisse des quantités. L'entreprise, comme on a vu, n'accorde plus la même remise selon l'énoncé, c'est ça son objectif. Donc, il a revu la structure de ses prix. Donc, il y a une augmentation du prix pour le forfait individuel et une baisse dans la réduction accordée au groupe de 25 à 15. Et donc, cette baisse impactera négativement donc ce forfait. C'est pour cela l'écart, mais l'explication de cet écart défavorable. Donc, la baisse des quantités de billets groupe qui va être impactée avec la baisse de la remise accordée par l'entreprise à la clientèle sur ce type de forfait. Mais malgré cette baisse, on a vu que l'écart global reste favorable. Donc, dans la question numéro 1, donc l'écart sur chiffre d'affaires, il est favorable d'une façon globale. Donc, moins 312 331, c'est bien sûr la croissance du chiffre d'affaires qui va être réalisée, c'est les prévisions
effectivement, ont été réalisés sur le terrain. Et donc, ça, c'est la conclusion générale par rapport à l'analyse des écarts pour cette société et pour ces produits. Donc, l'écart global, l'écart sur chiffre d'affaires, il est favorable. Tous les autres écarts donc, sont favorables, sauf pour le cas de forfait semaine groupe, dans lequel l'écart de composition, c'est un écart défavorable. Des questions? Alors, donc j'essaierai de vous donner un cas sur la plateforme donc, concernant le calcul et l'analyse des écarts. Donc, je vais le déposer avant la prochaine séance. Et je vais vous donner un délai comme ça pour le corriger, comme ça pour vous entraîner et voir s'il y a des problèmes par rapport à l'application de ces principes. Alors maintenant, on passe à un autre chapitre. C'est le budget de production. Le budget de production, donc c'est un autre budget à établir dans je dirais ce processus budgétaire. Bien sûr, c'est un budget aussi important après le budget des ventes, parce que c'est une nécessité. On a commencé avec le budget des ventes. Le budget de vente qui va déterminer est-ce que les ventes prévues seront, ou bien l'entreprise aura la capacité de les produire. Est-ce qu'il aura tous les moyens nécessaires pour produire les quantités que va vendre l'entreprise dans le futur. Et donc, la première étape de ce processus, c'est de réfléchir par rapport au programme de production. Quelles sont les contraintes du système productif? Quelle est la politique de stockage de l'entreprise? Et donc, ces éléments qui constituent l'ingrédient de notre programme de production, il faut les étudier pour voir quelle est la capacité de fabrication de l'entreprise. Par exemple, combien on peut fabriquer par jour, par mois, par heure. Ça dépend de l'activité de l'entreprise. Et donc, il faut bien sûr analyser ces capacités. Là, il faut disposer des informations pour qu'on puisse établir ces prévisions, soit à partir des standards de production. Une pièce, pour la fabriquer, par exemple, ça nécessite 1 minute, ça nécessite 1 heure. Donc, il faut y avoir des informations pour qu'on puisse préciser ou bien maîtriser ce processus de fabrication, ce processus de production. Et dans ces standards également, il est nécessaire d'évaluer les coûts, de connaître les coûts de chaque étape de fabrication. Fabriquer une pièce, ça va générer tel ou tel coût. Et donc, ces éléments sont d'une grande importance qui vont, c'est-à-dire
permettre au contrôleur de gestion d'élaborer et d'établir son budget de production. Donc, le programme de production, c'est un élément très, très intéressant. Bien sûr, ici, en fonction de toutes ces informations dont dispose le contrôleur de gestion, établir bien sûr le budget de production, généralement contient trois grandes étapes. La première étape, c'est la détermination du programme optimal de production. Pour déterminer ce programme optimal, bien sûr, on va recourir à des avec certaines méthodes mathématiques et statistiques pour pouvoir déterminer ce programme optimal. La deuxième étape, une fois qu'on détermine notre programme optimal, c'est à ce niveau-là qu'on peut élaborer le budget de production. Le budget de production, soit en termes de moyens, les moyens à utiliser pour répondre à notre programme de production, qui soit conforme au programme de production, et par la suite, valoriser ce budget de production. Donc, il faut donner une estimation chiffrée par les coûts préétablis, selon les coûts préétablis des produits. Et une dernière étape, c'est le contrôle budgétaire, comme pour le cas de budget des ventes, contrôle budgétaire de la production qui est effectué à partir de l'analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations. Entre les prévisions et les réalisations. Donc, qui devrait donner normalement, je dirais, à des régulations, à des actions correctrices que le contrôleur de gestion ou le responsable peut les mettre en œuvre. Donc, le programme de production c'est un programme qui normalement doit permettre de déterminer les capacités de l'entreprise, capacités de fabrication, de production. Et ces capacités de production devraient prendre en considération les prévisions des ventes établies par l'entreprise. Donc, à partir de budget de vente, donc selon les prévisions, on va dire est-ce que l'entreprise a la capacité, a tous les moyens pour fabriquer ces quantités. Si oui, donc selon les moyens dont dispose l'entreprise, il a la possibilité de fabriquer ces quantités. Sinon, là, bien sûr, il faut réfléchir sur les besoins qu'aura ou bien que doit utiliser l'entreprise pour atteindre les prévisions de vente. Donc, si, par exemple, j'ai une machine de fabrication qui fabrique 1000 unités par jour, alors que dans mes prévisions, je vais opter pour, ou bien j'estime réaliser des ventes, ou bien de la production qui dépasse les 1000 unités, donc par exemple 1500 ou 2000 unités, dans ce cas-là, c'est clair que l'entreprise doit réaliser un projet de développement, un projet pour améliorer la productivité et la production. Et donc là, il doit faire des investissements pour qu'il puisse atteindre l'objectif fixé au niveau des ventes. Donc, les quantités à fabriquer donc, vont déterminer les capacités de production nécessaires. Et ces capacités vont déterminer les besoins, par exemple en heures machines,
Pour fabriquer 1000 unités, donc la machine doit fonctionner combien d'heures? La machine, il fabrique, comme je dis par exemple, une unité par minute. Ou par exemple, s'il s'agit de main-d'œuvre, donc chaque main-d'œuvre va fabriquer une unité par heure, ça dépend du produit. Et donc là, il faut bien sûr comparer les quantités à fabriquer avec les capacités nécessaires. Les capacités nécessaires, soit que l'entreprise dispose de ces capacités, et là, l'outil de production, soit qu'il doit le développer, qu'il doit investir, par exemple, pour l'atteindre. Donc, besoin en heures par atelier, main-d'œuvre et machine, par exemple. La capacité disponible, donc nombre d'heures de main-d'œuvre, par exemple, et donc c'est l'effectif, les salariés de l'entreprise fois les heures productives disponibles. Par exemple, j'ai 10 salariés, on travaille 8 heures par jour. Donc là, c'est le nombre de travail ou bien le nombre d'heures de travail. Mais dans une entreprise rationnelle, les heures de productivité, est-ce que ces salariés ils travaillent, c'est-à-dire tout au long de ces 8 heures? Là, bien sûr, il faut avoir une analyse, je dirais, qui reflète la réalité. Même si le salarié est présent dans l'entreprise durant 8 heures, est-ce qu'effectivement il travaille 8 heures? C'est pour cela qu'on parle des heures productives disponibles. Par exemple, je suis 8 heures dans l'entreprise, mais je travaille effectivement que 7 heures ou que 6 heures. Les autres heures, ça sera, je dirais, des heures de non-productivité, ou bien des pertes pour l'entreprise dans lesquelles je ne suis pas productif. Même chose pour les nombres d'heures machines. Donc le parc machine actuel, fois le temps de marche. Il se peut qu'une machine, par exemple, tombe en panne. Donc au lieu de fonctionner 8 heures par jour, donc la machine elle est en panne, on ne va pas travailler pendant quelques heures. Le temps de la réparer. Et donc là, il faut bien sûr le temps de marche ou bien les heures productives disponibles. Il faut prendre bien sûr des données qui reflètent la réalité de la production de l'entreprise pour qu'on puisse établir des prévisions qui prennent en considération ces réalités. Donc, c'est les heures effectives de productivité des salariés et c'est le temps de marche effective des machines. J'ai une machine qui est relativement ancienne, je sais certainement qu'il y aura une probabilité qu'il tombe en panne. Donc, il faut la prendre en considération dans l'estimation de ce temps de marche. Je dis par exemple que cette machine qui a 8 ans, donc pratiquement totalement amortie, il y a une probabilité de 40% qu'elle tombe en panne. Et je dois déterminer par combien, c'est-à-dire de fréquence. Comme ça, pour tenir compte de ça dans l'estimation de temps de marche. Et donc, les besoins supplémentaires pour répondre aux prévisions de vente, donc les capacités nécessaires, moins les capacités disponibles. Je veux produire 1000 unités par heure, ma machine produit uniquement 500 unités, tenant compte de temps de marche, hein, et donc j'aurai besoin de 500 unités supplémentaires. Et donc, je dois réfléchir comment la réaliser, comment atteindre cette capacité pour répondre et pour réaliser mes objectifs de vente. Donc ça, c'est un élément très important, bien sûr, dans la réflexion sur le budget de production. Donc, la détermination des plans de production, donc la recherche d'un programme optimal de production, comme j'ai dit, nous oblige à recourir à des techniques de programmation linéaire, telles que optimisation par la résolution d'un programme linéaire, soit résolution graphique, ou la résolution par l'algorithme de simplex, ou la résolution par le raisonnement par unité de facteurs rares. Par unité de facteurs rares.
Donc, d'une façon globale, et pour terminer cette séance, donc une organisation, bien pour le programme de production, une organisation performante, je dirais de la gestion de la production, doit répondre à plusieurs objectifs. Le premier objectif, maîtriser les flux des matières, des composants qui entrent dans le processus de fabrication et la maîtrise aussi des produits. Optimiser les capacités de production. C'est pour cette raison qu'on passe par ces techniques de résolution mathématique. Optimiser les capacités de production. Combien peut produire dans les meilleures conditions et quelle est la solution optimale. Organiser le travail selon les choix stratégiques adoptés par l'organisation. Est-ce que l'entreprise va assurer tout le processus de fabrication, donc, un choix stratégique d'intégration, ou bien est-ce qu'il va sous-traiter une partie de la fabrication à d'autres sociétés, à des sous-traitants, ou externaliser complètement la production. Et l'entreprise se chargera à ce niveau uniquement de la conception de ces produits. Quatrième point, c'est améliorer la qualité des produits. Donc, dans un programme de production, l'entreprise cherche toujours à améliorer la qualité des produits qu'il fabrique pour répondre aux exigences de plus en plus je dirais, importantes de sa clientèle. Aussi, dans ce programme de production, on cherche à minimiser les coûts. C'est vrai, je cherche à améliorer la qualité, mais sous des contraintes, minimiser les coûts, réduire les coûts. Le point suivant, c'est de réduire les délais, que ce soit les délais d'approvisionnement, pour ne pas être en situation de rupture de stock, réduire les délais de production, et donc accélérer la fabrication des produits, réduire les délais par exemple de stockage des produits, etc. Un autre point aussi important, une autre finalité de ce programme de production, c'est la satisfaction de la clientèle. Satisfaire la clientèle en adaptant rapidement les capacités de production à l'évolution de la demande. Donc, il faut disposer d'un système productif qui peut s'adapter aux évolutions des besoins de la clientèle. Un client qui... Je prends par exemple juste l'exemple du secteur de téléphonie. Et donc, les producteurs, à chaque fois, ils apportent des améliorations sur les produits qu'ils fabriquent. Vous avez Apple, vous avez chaque année une version qui est lancée sur le marché. Et dans chaque version, il y a je dirais des nouveautés qui répondent aux besoins exprimés par la clientèle. Et donc là, c'est une adaptation du processus de fabrication pour répondre et pour satisfaire les besoins des clients. Et donc, en conséquence de l'ensemble de ces étapes, l'entreprise doit rechercher, dans un univers bien sûr certain, le meilleur programme de production possible. C'est-à-dire un programme qui va lui permettre de satisfaire la demande de la clientèle, que ce soit en termes de quantité, qualité et temps. Et également d'utiliser pleinement ses capacités de production. Il faut que l'équipement soit productif, que les investissements réalisés par l'entreprise soient productifs. Et donc, il faut les utiliser en pleine capacité. Que ce soit des machines, que ce soit main-d'œuvre ou tout autre équipement de production.
bien sûr sous certaines contraintes commerciales, les quantités que le marché peut absorber. Je ne peux pas produire, je dirais, juste pour le plaisir de produire. Je produis pour un marché, pour vendre les produits que je réalise. Et également, je produis, mais sous contrainte de mes capacités techniques et humaines de fabrication. Une usine, il y a un nombre limité de salariés, un nombre limité de machines, donc on a une capacité de fabrication limitée, quelle que soit cette capacité. Et donc, il faut bien sûr utiliser ces capacités pleinement, bien sûr en gérant les différentes contraintes. Et l'objectif ultime de l'entreprise, c'est d'optimiser le résultat. Une entreprise, il produit, il fabrique, c'est pour vendre, c'est pour réaliser un résultat positif, dégager une marge qui va lui permettre, bien sûr, de se développer, de survivre et de satisfaire les besoins des autres parties prenantes, payer par exemple les salariés, payer les autres parties prenantes, les clients, les fournisseurs plutôt, les actionnaires et autres parties de l'entreprise. Voilà donc pour cette brève introduction par rapport à ce chapitre concernant le budget de production. Donc la prochaine séance, on va essayer de voir comment résoudre je dirais, une problématique de production et établir un programme de production par la méthode, par les méthodes essentiellement qu'on va voir, c'est la méthode et la résolution graphique et la résolution par l'algorithme de simplex. Et donc, on va voir ça à travers un exemple. Donc, y a-t-il des questions ou des remarques? Donc,